Bienvenue dans ce premier jour du bootcamp de la rentrée que j'appelle, premier jour du bootcamp immobilier, 3 septembre, après une été. J'espère que vous avez eu. J'ai été très tranquille. Je n'ai pas fait de vidéo cet été de votre côté. J'en ai pas fait depuis ce printemps. J'ai été un peu pris dans le tourbillon, comme beaucoup d'investisseurs immobiliers, le tourbillon des changements sur le gain en capital qu'on a eu au mois de juin et également les règles de changement SCHL qui ont changé. Ce printemps, ce qui fait qu'on a dû, on était en train de faire une transaction, puis on a dû accélérer le rachat d'une autre transaction. Ça m'a pris tout ma fin du mois de mai, tout mon mois de juin pour cette espèce de rush-là. Puis après ça, on avait des belles petites vacances aux États-Unis, en Californie. Donc, bienvenue dans ce bootcamp que j'ai intitulé « Comment acheter votre prochain immeuble locatif dans les prochains 6 mois ». J'espère que tout fonctionne bien. Oui, je me vois maintenant. Good, merci d'être là. On va être ensemble à tous les midis cette semaine, donc pour les 4 prochaines journées à midi dans le groupe Facebook qui s'appelle l'immobilier, un levier vers l'indépendance financière. Il y en a présentement qui m'écoutent sur mon profil personnel ou sur ma page Sherpa Immobilier par Steve Forget. Je l'ai diffusé là aujourd'hui, mais pour avoir la chance de gagner le Grand Prix que je vais faire tirer à la fin de la semaine, si vous commentez, si vous répondez à mes petits devoirs que je vais vous demander de faire, les petits défis, les 4 défis, il faut que vous alliez répondre dans le groupe privé qui s'appelle l'immobilier, un levier vers l'indépendance financière. Dites-moi dans les commentaires de quel endroit est-ce que vous me parlez. Il y en a qui m'écoutent parfois d'Afrique, il y en a qui m'écoutent de France, il y en a qui m'écoutent du Mexique, des États-Unis. Donc, au Québec, où est-ce que vous êtes, dans quelle ville vous êtes situé? Je suis curieux. Moi, je vous parle présentement de la ville de Joliette. Bonjour Chantal. Donc, Joliette, où il fait froid aujourd'hui. J'ai mis mon chauffage pour la première fois. Donc, je vous parle de Joliette où on a, nous, presque l'ensemble de notre parc immobilier. Donc, on a 90, plus que ça, on a 100 sur 110. Donc, on possède 110 unités, dont 100 dans la ville de Joliette et la petite municipalité qu'on a juste à côté. Donc, laissez-moi le savoir dans les commentaires de quel endroit est-ce que vous m'écoutez. Si ce n'est pas déjà fait également, pour ceux qui ne sont pas inscrits formellement au bootcamp pour avoir la chance de remporter le Grand Prix, vous devez être inscrit dans le système. Donc, dans le haut ou dans le bas, là, dépendamment de où vous m'écoutez, vous allez avoir un petit lien pour vous inscrire au bootcamp et je renvoie à tous les après-midi également les vidéos enregistrées si jamais vous avez manqué. Une diffusion. Et également, le matin avant, j'envoie un rappel pour vous rappeler que ça va avoir lieu à midi à chacune de ces journées-là. Je serais curieux de savoir si vous possédez déjà des immeubles. Donc, il y a des centaines de nouveaux membres dans le groupe depuis quelques semaines, quelques mois. Donc, depuis le dernier bootcamp que j'ai fait, ça me remonte au mois de mars. Donc, laissez-moi savoir si vous avez déjà un immeuble à revenu ou pas. Donc, dites-moi oui ou non. Et si oui, ben, c'est quoi que vous avez? Est-ce que c'est un plex? Est-ce que c'est un multilocatif? Est-ce que c'est du commercial? Est-ce que c'est un chalet locatif? Donc, dites-moi-le en commentaire pour que je vois à peu près à quelle audience est-ce que je m'adresse. Donc, de notre côté, on a 80, c'est pas compliqué, on a 100 unités résidentielles et on a 10 unités commerciales. Donc, et un chalet locatif, qui n'était pas locatif avant, mais qui l'est devenu maintenant. Donc, juste me laisser savoir dans les commentaires si oui ou non vous avez un plex. À l'agenda aujourd'hui, donc pour qui, pourquoi j'ai créé ce bootcamp-là. Le déroulement rapidement du bootcamp, qu'est-ce qu'on va faire dans les 4 prochains jours? Normalement, j'ai des bootcamps de 5 jours cette semaine. J'ai seulement 4 jours. Je vais expliquer le Grand Prix que je fais tirer à la fin de la semaine pour ceux qui vont avoir répondu à tous mes petits défis de la semaine. En fait, je vais le faire tirer la semaine prochaine. Je vais compiler tout ça. On va parler au sujet aujourd'hui. Notre thématique, c'est les fondamentaux de l'immobilier. Donc, c'est des rappels de pourquoi l'immobilier va continuer, je crois, à prendre de la valeur dans les prochaines décennies. Je vous ai aussi sorti des chiffres intéressants. On va parler d'éléments de base du système bancaire. On va parler d'effets de levier et je vais vous faire un petit graphique qui démontre que sur une période de 15 ans, vous pouvez facilement vous accumuler un actif net de 1 million de dollars avec l'immobilier locatif. Et à la fin, évidemment, comme à chacune de mes journées, de mes défis, je vais vous lancer un petit défi pour que vous répondiez dans les jours suivants. Donc, vous allez devoir aller commenter dans le groupe Facebook un levier vers l'immobilier, un levier vers l'indépendance financière. Vous allez devoir aller marquer votre réponse ou votre petite recherche et je vais faire tirer, parmi ceux qui vont avoir répondu à tous mes défis, je vais faire tirer le Grand Prix et je termine avec des questions-réponses. Donc, pour qui, pourquoi j'ai créé ce bootcamp-là? Je l'ai créé pour vous.
Je l'ai créé pour vous qui aspiriez, vous travaillez fort. Là, je reçois beaucoup de commentaires. Les gens, vous travaillez fort, c'est difficile de cumuler de l'argent, d'accumuler de l'argent, de se mettre une mise de fonds de côté. Il y en a qui n'ont pas de fonds de pension à leur travail. Il y en a que leur fonds de pension ne sera pas suffisant pour atteindre une indépendance financière dans 20 ans, dans 30 ans, dans 15 ans. Et qui voudraient compléter leur fonds de pension peut-être de leur travail ou leurs autres investissements boursiers par de l'immobilier locatif. Pas besoin d'avoir 100 logements comme moi. Vous allez voir, j'ai un petit chiffre tantôt, avec 2, 3, 4 immeubles. Même un immeuble, ça peut changer substantiellement votre vie financière. Donc, je le fais vraiment pour vous donner du contenu et pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à répondre à vos questions. C'est possible que je ne vois pas toutes vos questions en direct, mais je vais y répondre après coup et ça peut me générer des idées de capsules également. Donc, je suis là pour vous en donner le plus possible cette semaine. Mon objectif, c'est l'objectif que je m'étais fixé quand j'ai lancé à l'époque, en 2011, quand j'ai lancé un blog qui s'appelait Jeune investisseur immobilier. Que j'ai plus, il est encore en ligne maintenant, mais je ne le mets plus à jour. C'était vraiment de vous en donner le plus possible. J'avais rien à vendre, c'était juste des conseils, c'était mes opinions, c'était pour vous aider et je trouvais dommage que les gens ne prennent pas en main leur indépendance financière future. Donc, on ne veut pas juste dépendre d'un employeur, on ne veut pas juste dépendre d'un fonds de pension du gouvernement. Ce n'est pas suffisant pour vivre ce que moi, j'aspire à être une retraite qui ne soit pas à 75 ans et d'en profiter et d'en faire profiter à notre famille et à nos enfants si c'est le cas. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Steve Forget. Je suis évidemment investisseur immobilier. Ça fait 15 ans cette année que je suis investisseur immobilier et j'aide maintenant les investisseurs immobiliers qui ont de la difficulté à se lancer, qui ont peur de se tromper, qui ont peur de perdre de l'argent, à réaliser leur première transaction et ou à faire croître leur parc immobilier locatif. Donc, j'ai commencé, écoute, je n'étais pas vraiment destiné à ça. Moi, j'ai fait des études à l'université en agriculture. Donc, je suis un agronome de formation. J'ai gradué au début des années 2000 de l'université McGill, puis j'ai commencé à travailler en agriculture comme conseiller en agriculture et en agro-environnement. J'ai fait une maîtrise en gestion de projet. J'ai dévié de l'agriculture pour aller faire une maîtrise en gestion de projet. Et c'est durant cette maîtrise en gestion de projet-là que j'ai eu le déclic dans un travail de session. Donc, on avait un professeur dans un cours de finance, donc d'analyse financière de projets d'investissement. Et avec ma collègue Cindy, Mélissa et Maxime, on avait analysé un vrai projet de triplex. Donc, le père de Cindy était en train de construire un triplex à Saint-Lin-Laurentide et il se posait la question, est-ce que je le vends après la construction? Est-ce que je le garde pendant 5 ans et je le vends? Est-ce que je le garde pendant 15 ans et je le vends? Et on avait fait une analyse financière de son projet. Et c'est comme ça que je suis tombé un peu comme Obélix dans sa marmite, là, dans sa potion. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à triper l'immobilier. Mais j'ai mis ça de côté quand même. J'étais pas prêt tout de suite. Là. Je me suis mis à voyager. Je me suis mis à voyager beaucoup à l'étranger, en Afrique, un peu en Asie, pour le travail en tant que consultant en gestion de projet. Puis, on a fait l'acquisition avec mon ex, on avait fait l'acquisition d'un condo, puis on n'était pas très heureux dans ce condo-là. On n'avait pas de cour, on n'avait pas de jardin, on n'avait pas de garage, on n'avait même pas de balcon. On était super bien situés par contre, mais l'environnement ne nous convenait pas et on était tout le temps en dispute avec nos copropriétaires. On était juste 3 copropriétaires, c'était tout le temps la chicane. Et on a dit, on va être maître chez nous, on s'en va dans un plex. On voulait que ça nous coûte le même prix qu'habiter dans notre condo. Et on voulait pas que ça nous coûte plus cher, puis on voulait avoir plus de liberté. Donc, c'est vraiment comme ça que ça a débuté. Et on a trouvé un premier quadruplex que vous voyez en bas au milieu, là, que j'ai toujours. Ça fait 15 ans, c'est mon premier bébé, dans lequel j'ai habité comme propriétaire occupant pendant de nombreuses années. Puis, ça a été vraiment là, un déclic. Là. Je me suis mis à aimer ça. J'ai commencé avec Philippe à rénover un appartement. Il y a un locataire qui avait quitté pour toutes sortes de raisons que j'ai déjà racontées souvent, qui n'était pas très drôle. Il avait été mis en prison. Il n'avait plus le droit de revenir autour de mon immeuble. Mais ça a libéré un appartement. J'ai rénové. J'ai manqué d'argent. J'ai dû refinancer cette propriété-là pour terminer mes travaux. Et ça m'a laissé, à ma grande surprise, parce que l'immeuble avait monté en 2 ans de valeur, ça m'a laissé assez d'argent pour faire une mise de fonds sur mon deuxième immeuble, un logement de 5 logements dans la ville de Joliette. L'objectif, ce n'était pas encore d'avoir un gros parc immobilier, c'était de loger ma maman. Donc, ma sœur allait avoir un bébé. Je voulais que ma mère trouve un rez-de-chaussée. Je voulais qu'elle paye le même prix que dans son 3e étage, 4,5, dans lequel on ne pouvait même pas aller dormir.
Et c'était vraiment d'avoir une maison familiale, mais donc ça fait quand même plusieurs années que j'ai ça. Ça fait 12-13 ans que j'ai ce deuxième immeuble-là. Puis bon, de fil en aiguille, là, un deuxième, un troisième, un quatrième. Donc, on est rendu maintenant à 110 appartements. Je parle au on, donc moi et Philippe. Et dans certains immeubles, on a des associés. Donc, la transformation qui vous attend dans ce bootcamp-là, donc avant le bootcamp, après le bootcamp. Avant le bootcamp, là, je me suis pris des petites notes, là, juste avant le début tantôt, là, que j'entre en onde. Je suis allé regarder quand les gens s'inscrivent dans mon groupe L'immobilier, un levier vers l'indépendance financière. Je leur pose une question. C'est quoi votre plus gros problème? Et là, ça, c'est juste certains des personnes qui sont rentrées cette semaine. Tout est trop cher. Il y a encore beaucoup d'offres multiples. Je n'arrive pas à avoir des offres d'achat. Je n'ai pas assez de mise de fonds. J'ai de la difficulté à m'amasser de l'argent. Les taux sont trop élevés. J'ai peur de gérer des mauvais locataires. C'est difficile de trouver des plex rentables. Bon, ça fait 15 ans que c'est le cas. Ça va toujours être le cas. Il faut juste être capable. Vous allez voir demain, on en parle justement de comment dénicher des plex. Je n'ai pas assez de connaissances. Je l'ai mis celui-là. Je n'ai pas trop compris. Quelqu'un qui m'a dit son plus gros problème, c'est les courtiers. Donc, je ne sais pas. Okay, donc, je ne suis pas d'accord avec ça. Financement difficile. Je ne connais pas les étapes pour commencer. Donc, je vous comprends. C'est stressant acheter de l'immobilier. Même quand on est dans notre premier à notre deuxième. Écoute, on en a acheté un encore il y a 6 semaines. On a acheté un immeuble de 8 logements que je vais vous présenter à la fin de la présentation si vous restez jusque-là. C'est épeurant. Est-ce qu'on se trompe? Est-ce qu'on ne se trompe pas? Est-ce qu'on va réussir notre projet d'optimisation? Est-ce que la banque va nous prêter? Est-ce qu'on va découvrir des vices? Est-ce qu'on va découvrir des vices après coup, après avoir acheté? Est-ce qu'on va tomber sur des locataires qui vont nous rendre la vie difficile? Donc, on ne veut pas perdre notre argent qu'on a durement gagné. Donc, je vous comprends. L'objectif de ces bootcamps-là que je vous donne à quelques fois par année, 4-5 fois par année, c'est d'essayer de vous montrer que ce n'est pas l'enfer, l'immobilier. Donc, ce n'est pas l'enfer, c'est possible. C'est possible en passant à l'action, en se fixant des objectifs. Et oui, en travaillant, parce qu'il va falloir travailler. Hein, ça ne va pas arriver par miracle. Un deal là, avec en bas de la valeur marchande, avec un gros potentiel d'optimisation, ça ne tombe pas sur la tête généralement. Il y a plein de gens qui vont le chercher en même temps. Donc, il faut être capable de passer à l'action et garder en tête notre objectif ultime de liberté financière derrière ça, même dans les moments qui vont être un petit peu plus difficiles. Donc, je veux vraiment vous montrer des cas pratico-pratiques. Ça ne sera pas des licornes roses cette semaine. Je vais avoir 2 invités. Je vais en parler tout à l'heure. Donc, le jeudi et le vendredi, je vais avoir des invités qui viennent avec moi également pour des investisseurs immobiliers et des professionnels de l'immobilier également qui vont vous donner plein de trucs et astuces pour que vous soyez capable de passer à l'action dans les prochains 6 mois. J'ai des étudiants qui se sont inscrits suite à mes bootcamps en janvier et qui sont en train de réaliser des transactions au cours des derniers mois. Je vois plein de gens qui font des transactions. J'en ai réalisé dans les 2 derniers mois. Donc, c'est possible pour vous également de passer à l'action. Donc, je veux que vous sortiez de votre zone de confort. Donc, ce n'est pas en restant derrière notre écran à analyser des fiches centristes et en se disant « tout est trop cher, tout est trop cher, il n'y a rien qui est rentable, je ne vais pas trouver, c'est fini l'immobilier ». Donc, il va falloir sortir des sentiers battus et trouver et créer vous-même vos opportunités et pas attendre que ça vous tombe dessus, comme j'ai dit tantôt. Donc, ouvrir nos horizons sur l'investissement immobilier. Il y a plusieurs façons de faire de l'immobilier. Et bien évidemment, mon dernier point, je dis ça ne se fait pas en restant derrière notre ordinateur. L'immobilier, c'est un job, c'est un boulot de personnes, d'humains, d'êtres humains, de contact, de réseautage, de suivi avec des êtres humains. Et ce n'est pas juste en analysant des milliers de fichiers Excel que vous allez réussir à faire votre propre transaction. Vous avez beau analyser 1000 fiches, là, si vous ne faites jamais d'offre d'achat, dans 4 ans, on va se reparler, vous n'aurez toujours pas d'immeuble. Donc, quand on fait ces bootcamps-là, que ce soit ici, que ce soit avec d'autres groupes, l'important, c'est l'engagement également dans le bootcamp. Je vois les gens qui sont engagés dans le bootcamp, qui vont faire toutes les actions et ce sont eux, généralement, qui, après les bootcamps, ils vont me recontacter après un bout de temps pour dire « Steve, grâce à ton bootcamp, j'ai été motivé, j'ai fait un offre d'achat, j'ai réussi à faire ma 3e ou ma 4e transaction. » Donc, marquez dans les commentaires « Je m'engage à être présent ». Juste le fait de l'écrire mentalement, ça va vous créer un engagement puis vous avez plus de chances de passer à l'action cette semaine et dans les mois suivants. Le déroulement du bootcamp, donc je vais vous agrandir ça un petit peu. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit tantôt, je parle des fondamentaux, je vais parler de l'effet de levier, je vais parler avec un exemple de 3
3 achats sur une période de 10 ans, comment ça peut vous générer des centaines de milliers de dollars. On va parler de recherche de secteur également vers la fin de la présentation et je vais vous donner mon défi. Demain, on va parler des secrets, de quelques petites pépites d'or de la prospection immobilière hors marché pendant que tout le monde a les yeux rivés sur Internet, sur Centris. Jeudi, on va être avec Maude Baillargeon, courtière hypothécaire, résidentielle et commerciale. Super intéressant, Maude, elle est vraiment intéressante parce qu'elle a un pied dans les deux réalités, soit le financement résidentiel et le financement commercial, donc multilogement, financement SCHL, etc. Et vendredi, je vais être accompagné de Pierre-Olivier Desrosiers. Si vous avez fait des bootcamps avec moi en janvier, il était là également. Donc, on va parler de structure de détention. Est-ce que j'achète en mon nom personnel? Est-ce que j'achète au nom d'une compagnie? Le tout dans le contexte de changement sur l'impôt sur le gain en capital qui a eu lieu au mois de juin. Je ne suis pas sûr qu'il s'est encore voté, là, mais les intentions du gouvernement fédéral d'appliquer ça. Donc, on va parler de fiscalité de ce côté-là. Le Grand Prix, à la fin, donc pour ceux qui vont compléter tous mes défis cette semaine, je vais faire gagner une session de coaching privé de 60 minutes. Souvent, ça va déborder, soit à mes bureaux dans la ville de Joliette, soit qu'on va faire ça sur Zoom. Donc, ce n'est pas une session où on fait juste blabla. Là. Donc, vous venez, vous me posez vos questions, on peut analyser un immeuble ensemble, on peut établir une stratégie. Donc, je suis vraiment là pour vous faire une séance de coaching, comme les gens qui vont m'acheter des séances de coaching individuelles. Donc, c'est une valeur de 200 $, 215 $ et je vais faire tirer ça là, au début de la semaine prochaine. Pourquoi l'immobilier locatif, selon moi, là je rentre dans le vif du sujet d'aujourd'hui, pourquoi dans les prochaines décennies, donc dans les prochains 20, 30, 40 ans, pourquoi est-ce que je pense que ça va continuer à créer de la richesse? J'y crois formellement. Je suis presque 100% investi, moi, en immobilier. Je ne vous encourage pas nécessairement à faire comme moi, donc c'est bien d'être diversifié, mais l'immobilier, on dit que c'est un des leviers de l'enrichissement, un des leviers pour atteindre l'indépendance financière. Il y en a d'autres. Là, moi, cette semaine, je suis concentré sur l'immobilier et je suis convaincu que dans les prochaines décennies, on va créer encore beaucoup de richesses, du moins en Amérique du Nord, en immobilier locatif. Donc, quelques points que j'ai mis ici. En fait, je les reprends dans les diapos suivantes, là, mais la démographie qui va continuer à augmenter. Pas partout sur la planète. On manque de terrain constructible. Donc, l'offre et la demande, là, il y a de plus en plus de réglementations pour protéger les terres agricoles, les zones humides, et ça partout sur la planète. Donc, on est restreint de plus en plus autour des grandes agglomérations et ça va mettre une pression accentuée sur la valeur des terrains pour construire des immeubles. Et si la valeur des terrains augmente, bien, ça va faire augmenter la valeur des propriétés, qu'il y ait une bâtisse ou pas dessus, là, la valeur des terrains va monter, donc la valeur des propriétés va augmenter. Essayez d'aller trouver un terrain pour construire un plex dans la grande région de Montréal. Vous n'en trouverez pas super facilement à des prix abordables. Souvent, maintenant, on doit détruire des propriétés pour reconstruire par-dessus. Monter en hauteur. Je marchais la semaine passée sur Sainte-Catherine, là, entre Berry-UQAM et le complexe des Jardins, puis il y avait des vieux plex centenaires, mais on garde les façades, mais on est en train de construire une tour par-dessus. Donc, ça, c'est le genre de projet qu'on va voir de plus en plus parce que des terrains, il n'y en a plus. La concentration des populations dans les grandes agglomérations, pour toutes sortes de raisons, hein, dans certains pays, c'est à cause des changements climatiques. Ici, on limite les terrains disponibles dans les zones plus agricoles, dans les zones plus en périphérie. Donc, toutes les villes, je ne parle pas juste de Montréal ou de Québec, là, mais même les petites villes. Donc, on va avoir une grande pression sur les prix parce que les gens s'en vont là. Il y a le manque de logement en l'offre et la demande qui est complètement débalancé depuis quelques années et je pense que ça va continuer comme ça. Au Canada, il y a des endroits aux États-Unis où c'est le contraire. Ils ont trop construit et les valeurs des loyers baissent. Ici, on n'est pas du tout dans un contexte pour les prochaines années où on va trop construire. Il y a trop de réglementation, trop de contrôle qui est appliqué. C'est mon dernier point d'ailleurs. La hausse de la réglementation fait en sorte qu'il va y avoir ça va être de plus en plus difficile de construire. Ils ont beau vouloir alléger, mais il y en a tout le temps un autre niveau qui vient imposer ses propres règles, essayer d'interférer dans l'écosystème immobilier
ils viennent jouer dans le marché et ça crée toutes sortes de pépins, ce qui fait que les prix vont aller en montant. Ça, c'est peut-être, vous voyez les chiffres trop petits, là, c'est pas important, mais je suis allé chercher une statistique ce matin sur les endroits dans le monde où la démographie va continuer d'augmenter. Et là, je n'ai pas regardé pays par pays, là. Je vais vraiment aller regarder au niveau des continents. Et en Europe, dans les prochaines décennies, la population va aller en baissant. En Asie de l'Est, entre autres la Chine, la population va littéralement presque s'effondrer. On parle de l'Asie de l'Est, là, on baisse de pratiquement 900 millions de personnes dans les prochains 60-70 ans. Mais en Amérique du Nord, où on se situe, la population va continuer d'augmenter. Donc, aux États-Unis, dans le sud du Canada, évidemment, on n'est pas dans le nord du Canada ici. Je pense qu'avec l'immigration, on va continuer d'avoir une population qui va continuer à croître, au moins pour les prochaines décennies. Puis, la démographie, c'est vraiment au cœur de l'offre et la demande en immobilier. Si on est dans une zone, là, comme dans certaines régions en Italie, où il y a une décroissance de la population, ben, les biens immobiliers ne prennent pas de valeur. Il peut y avoir des petites poches qui vont garder leur valeur, qui vont augmenter en valeur, mais on veut se situer dans un pays, dans une province, dans une ville qui a une croissance démographique. Je vous en reparle vers la fin de ma présentation. On a une pénurie de logements, comme j'ai dit tout à l'heure, puis cette pénurie de logements-là, plusieurs personnes travaillent à la régler, mais ça va prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans avant qu'on retrouve quelque chose d'un peu plus équilibré. Donc, plus il y a un débalancement entre l'offre et la demande, plus il va y avoir une inflation sur les prix des loyers, plus les prix des loyers vont être élevés, plus les bâtiments locatifs vont prendre de la valeur, selon moi. On est rendu qu'on a certaines villes, certaines municipalités au Québec en 2024 qui bloquent la construction de projets immobiliers, même s'ils ont une pénurie de logements dans leur ville, parce que leurs infrastructures sanitaires ou en eau potable ont atteint une limite physique. Donc, on a mal planifié au cours des dernières décennies l'accroissement des populations dans les villes. Et cette mauvaise planification-là ou l'absence de planification-là fait que maintenant, on ne peut plus construire parce que le réseau d'égouts, par exemple, ne peut plus fournir. Ou dans certaines villes, comme dans le sud de la Naudière, j'en ai une ville en tête, là, où on construit, mais les gens n'ont plus d'eau, ils n'ont plus de pression d'eau, donc ça devient un sérieux problème. Mais ça veut dire quoi? Si on bloque ces projets-là, les gens qui veulent habiter dans cette ville-là, avec la pénurie de logements puis l'absence de construction, mais qu'est-ce que vous pensez qui va se passer avec le prix des loyers? Ça va monter. Donc, je pense que ça va faire monter le prix des immeubles. La hausse de la réglementation des coûts de construction, les matières premières dans les prochaines décennies, je ne pense pas que ça va s'en aller par en bas, ça va s'en aller par en haut. La hausse des réglementations par rapport à tout ce qui va être, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, là, on peut presque plus nier avec les inondations à répétition qu'on a. Je parle de ma propre maison ici qui n'a jamais été inondée en 40 ans par les anciens propriétaires et qui, ça fait 3 fois qu'on a de l'eau dans le sous-sol en 2 ans. La même chose un peu dans plein de villes au Québec. Donc, de plus en plus, il va y avoir des nouvelles réglementations par rapport pour se prémunir contre les changements climatiques. Moi, ce que je pense, là, que ce qu'on va aussi s'en aller vers quelque chose comme la France par rapport à tout ce qui va être l'isolation des propriétés. En France, là, ils sont rendus que tous ceux qui veulent louer une propriété, ils ont des cotes. Une cote et si vous avez une mauvaise cote par rapport à l'énergie, à la consommation d'énergie, vous ne pouvez plus louer vos appartements. Je pense qu'on va en arriver là pour forcer les propriétaires à isoler, à changer les fenêtres, etc. Donc, mais ça cause quoi? Ça va causer des problèmes à la rénovation, des problèmes au bâtiment. Ça va retarder l'offre de nouveaux logements également et ça va mettre une pression à la hausse sur les prix de l'immobilier. Un des points là, que je ne démarre pas, là, j'ai décidé de le réexpliquer parce que je l'ai expliqué encore cette semaine, je l'ai expliqué sur TikTok. Il faut profiter du système bancaire qu'on a au Canada et en Amérique du Nord de façon générale, aux États-Unis. On n'a pas ça en Europe, on n'a pas ça dans plein d'autres pays d'Amérique latine, on n'a pas ça. J'ai passé la semaine passée avec des gens qui provenaient de plusieurs pays en Afrique. Je donnais une formation en gestion de projet toute la semaine. On n'a pas là-bas le système bancaire qu'on a ici. On ne peut pas l'utiliser là-bas comme on peut l'utiliser ici pour s'enrichir, créer de la valeur. On a des taux d'intérêt très bas et on a quelque chose de très, très important que les autres n'ont pas et c'est le concept du refinancement. Donc, on sous-estime le pouvoir de ça par rapport à d'autres pays
Et je vais vous mettre ça en plus gros. J'ai déjà expliqué ça dans des webinaires. J'ai repris un peu mon schéma ici, même si les valeurs que j'ai là sont un peu basses. Là. Souvent, les gens me disent, Steve, comment je fais pour acheter un deuxième immeuble? J'ai déjà ma maison. Comment je peux m'acheter un immeuble locatif? Comment je peux refinancer? C'est quoi ça, le refinancement? Et c'est quelque chose qu'on peut faire au Canada et aux États-Unis relativement facilement si vous avez un bon dossier de crédit, si vous avez des bons revenus personnels et ou si votre situation là, financière globale, elle est bonne. Globalement, sur mon petit schéma ici à gauche, je prends un exemple. Vous avez acheté votre maison il y a quelques années. Par exemple, vous avez acheté votre maison ou votre condo avant la flambée des prix, là, avant la COVID. Admettons en 2018, 2019. Vous avez payé votre maison unifamiliale 285 000. Vous aviez un peu d'économie de côté, vous aviez 57 000 de côté. Et vous avez été capable de mettre toute la mise de fonds nécessaire, le 20 nécessaire pour faire l'acquisition de cette maison-là. Là, ça fait déjà 5, 6 ans, 7 ans que vous avez cette maison-là. Donc, à l'époque, vous avez mis 57 000 et vous avez eu un prêt de 228 000. C'est la couleur en rouge. Donc, la banque vous a prêté 80 %. Là, fast forward, admettons, on est en 2024 et votre propriété a monté en valeur. J'ai été très réaliste, voire pessimiste ici parce qu'on s'entend que depuis 5-6 ans, les maisons ont pratiquement doublé de valeur. Donc, par exemple, ici, vous êtes passé d'une valeur de 285 000 et votre maison vaut maintenant 340 000. Donc, c'est peut-être une maison située en région éloignée. Donc, la maison a monté en valeur et vous, depuis les 5-6 dernières années, vous avez fait baisser votre hypothèque. Votre prêt hypothécaire a baissé. Donc, le prêt initial qui était de 228 000 est peut-être rendu à 202 000 aujourd'hui. Donc, la différence entre la nouvelle valeur de 340 000 et votre prêt actuel de 202 000, c'est ce qu'on appelle votre équité. L'équité que vous avez dans votre propriété qui est de 137 500 $. Donc, vous avez 40 d'équité dans la maison et vous avez maintenant une dette de 60 par rapport à la nouvelle valeur. Ici, au Canada et aux États-Unis, ce qu'on peut faire, c'est un refinancement. Donc, en vous discutez avec votre banque ou à vous envoyer un évaluateur agréé évaluer votre maison, s'il démontre la valeur et que vous avez la capacité financière de supporter un endettement supplémentaire, vous pourriez dire, « Hey, ma maison vaut 340 000 340 000 $. Je voudrais remonter ma dette à 80 %. Ça, c'est un refinancement. Donc, on augmente la dette. Ce que, dans plein d'autres pays, ils ne peuvent pas faire. Ils ne peuvent pas remonter leur dette comme ça. Donc, je remonte ma dette. Donc, j'ai l'obligation de toujours garder une équité là, de 20 % dedans. Et la banque va me prêter 80 % de prêt sur ma nouvelle valeur de 340 000. Donc, 340 000 fois 80 %, on a donc un nouveau prêt de 272 000. Donc, j'ai remonté ma dette. Ce que la banque va faire, c'est que cette nouvelle dette-là, la différence entre votre 202 000 que vous aviez et votre nouvelle dette de 272 000, donc vous avez 73 500 $ de plus. J'espère que j'ai fait mon calcul comme il faut. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a peut-être un 70 000 de dette de plus que vous n'aviez pas avant. Elle le prend et elle le met dans votre compte de banque. Pas pour aller vous acheter un bateau, mais pour aller acheter un autre immeuble pour servir de mise de fonds sur une deuxième propriété, sur un triplex, sur un quadruplex, par exemple. Donc là, imaginez-vous, ça, c'est avec une valeur initiale de 285 000, en sachant que les valeurs ont doublé. Probablement que ceux qui ont acheté il y a 5-6 ans sont capables d'aller chercher une sortie d'équité beaucoup plus élevée que ça. Donc, le fameux 73 000 que vous voyez à droite, soit que c'est une marge de crédit hypothécaire ou soit qu'on l'obtient dans le compte de banque pour faire un refinancement. Et ça nous sert de mise de fonds pour faire une deuxième transaction. Je vais le laisser en gros ici. Comment est-ce qu'on atteint la liberté financière avec l'immobilier locatif? Je vous ai donné un exemple ici. Je n'ai pas mis les chiffres, là, mais on comprend le graphique, comment il va fonctionner. Donc, sur l'axe horizontal, j'ai le temps. Donc, à chaque fois que vous voyez une grosse augmentation, c'est à tous les 5 ans. Okay? Donc là, pour le moment, à gauche complètement, j'achète un premier plex. Par exemple, je m'achète un premier quadruplex qui vaut un petit peu moins que 500 000 $. Cet immeuble-là, si on le gère bien au cours des 5 années suivantes, je n'achète rien d'autre pendant 5 ans. Il va prendre un tout petit peu de valeur. Donc, la courbe, elle augmente presque pas. Donc, elle prend un petit peu de valeur, peut-être 3, 4, 5 % par année. Et la courbe en rouge, c'est ma dette. La dette va baisser légèrement. Mais au bout de 5 ans, je suis capable de faire un refinancement. Je vais être capable de me sortir peut-être un 80 000 $ d'équité. Et bang, je vais m'acheter un deuxième immeuble.
Donc, j'achète un deuxième immeuble. Donc là, pouf, je réaugmente ma dette. Mais là, je suis rendu avec 2 immeubles. Donc, je suis rendu à pratiquement 1 million de dollars en valeur. Je ne fais rien pendant 5 ans. Là, les 2 immeubles vont commencer à monter. Ma courbe, là, la pente de ma courbe devient un petit peu plus à pic. Là. Donc, elle commence à monter plus rapidement. Et mes dettes vont se payer un petit peu plus rapidement. Ce qui fait qu'au bout de la 10e année, on va être capable de refinancer soit 1 ou 2 immeubles pour aller chercher probablement 150 000 d'équité supplémentaire pour acheter un 3e immeuble de 500 000. Là, je garde des immeubles à 500 000, par exemple. Ce qui fait que si on fait juste acheter un immeuble maintenant, un immeuble dans 5 ans, un immeuble dans 10 ans, à la 15e année, selon des projections très, très, très réalistes, vous allez posséder pour 2 millions de dollars d'immeubles et vous allez avoir 1 million de dollars de dette. Okay, donc, c'est 2,5 millions que j'ai mis dans le graphique, 2,5 millions de dollars en valeur et 1,5 million de dollars de dette. Vous avez 1 million de dollars d'équité qui vous appartient. Vous pouvez vendre vos immeubles, vous pouvez les garder, vous pouvez décider que vous trois, vous en avez assez. Imaginez-vous la vitesse à laquelle cette courbe-là va quand on multiplie le nombre d'immeubles. Il faut faire attention là, parce que c'est l'effet de levier. Ça peut avoir un effet à double tranchant. Mais c'est comme ça que j'ai procédé au cours des 15 dernières années. On refinance à tous les 2 ans, à tous les 3 ans, à tous les 5 ans notre immeuble pour acheter un deuxième immeuble. Quand on est rendu à 3-4 immeubles, bien, presque à tous les ans, ou à tous les 2 ans, on va refinancer un immeuble. Donc, la courbe, elle va aller de plus en plus vite vers le haut. Aujourd'hui, je vais terminer ça en parlant de l'importance de bien cibler votre secteur et l'importance de bien analyser le secteur dans lequel vous voulez acheter vos immeubles. Est-ce que vous voulez acheter près de chez vous? C'est possible. Est-ce que vous voulez acheter loin de chez vous? C'est possible. Il y en a qui vont dire non, ce n'est pas recommandé, il faut que ça soit à moins de 45 minutes de chez vous. Écoutez, tout est possible. Tu sais, moi, je connais des gens qui sont à Outremont, à Montréal, qui achètent dans la ville de Trois-Rivières. Je connais un de mes étudiants qui est à Rawdon, dans la Naudière, et qui achète à Shawinigan et à Trois-Rivières. J'en connais qui achètent au Mexique et en Floride. Ils habitent ici à Montréal. Donc, ils ont des gestionnaires immobiliers, ils ont des gens qui s'en occupent. Donc, on est capable de gérer ça à distance. Donc, est-ce que vous voulez être dans une ville plus éloignée pour avoir plus de cash flow ou pour avoir des plus petites mises de fonds? Hein? Souvent, on va commencer peut-être, j'ai vu des gens, moi, commencer par exemple dans le coin de Sorel. Ils vont développer un petit parc immobilier dans Sorel, puis dans quelques années, quand ils se sont constitués de l'équité, ils vont vendre les propriétés pour s'approcher de chez eux. Ils vont avoir accès maintenant peut-être à des types d'immeubles qu'ils n'avaient pas accès avant. Donc, il y a toutes sortes de façons de faire de l'immobilier, que ce soit proche de chez nous ou loin de chez nous, mais l'important, c'est vraiment de maîtriser votre secteur. L'erreur numéro 1 que je vois les gens faire, c'est de purement analyser, et ce n'est pas tout le monde qui va être d'accord avec moi, c'est de purement analyser chaque deal un à la fois, mais peu importe le secteur. Il y en a qui vont dire, moi, je vais dans... Souvent, j'ai des gens en coaching privé qui vont dire ça. Moi, peu importe le secteur, je suis prêt à y aller. C'est l'immeuble et c'est les chiffres de l'immeuble. Ouais. Ouais, les chiffres de l'immeuble. Tu sais, les chiffres, ça s'améliore. Un immeuble, ça s'améliore. Une toiture, ça s'améliore. Une fondation, ça se répare. Mais un quartier, ça ne s'améliore pas nécessairement facilement. Ça peut prendre des décennies à améliorer un secteur. Puis souvent, c'est complètement en dehors de votre contrôle. Donc, vous voulez vraiment savoir où est-ce que vous mettez vos pions. Donc, est-ce que, on en a parlé tantôt, est-ce que le secteur dans lequel je m'apprête à investir a une croissance démographique et économique? Si vous êtes, il y a une baisse de population, ça va être quoi dans 10 ans ou dans 15 ans la valeur de votre immeuble si on perd 2, 3, 4 % de la population dans les villages éloignés par année? Là, on a eu un soubresaut dans les dernières années au niveau démographique parce que la COVID a poussé les gens à s'en aller en région avec le télétravail, mais est-ce que ça va durer? On ne sait pas trop. Les revenus des ménages. C'est quoi le revenu? Et ça, on est capable de trouver ça en ligne. Hein? On est capable de trouver les statistiques sur Statistique Canada par rapport à un secteur donné, par rapport à votre ville donnée ou à une MRC donnée. Est-ce que c'est quoi le revenu moyen des gens ou le revenu médian des gens? Si on est dans un secteur où les gens gagnent 28 000 $ par année en moyenne, bon, là, il faut faire attention avec les moyennes là, parce que c'est tout le monde en même temps ensemble, mais est-ce que les gens vont être capables de supporter des nouveaux logements rénovés à 1 400 $ ou pas? Ça vaut-tu la peine d'investir là ou pas? Donc, est-ce que les gens ont la capacité de payer un loyer que vous visez à atteindre avec vos optimisations? L'environnement immédiat de l'immeuble, est-ce que vous avez un cimetière à côté? Moi, ça ne me dérangerait pas d'habiter à côté d'un cimetière, mais est-ce que les locataires, ça les dérange? Moi, j'ai des
une étudiante que je salue, là, qui a pas fait une offre d'achat récemment parce qu'il y avait un cimetière, entre autres, à l'arrière. Moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérangerait pas comme propriétaire occupant, mais dites-vous que ça peut déranger des gens quand vous allez revendre la propriété. Là, je vais juste donner l'exemple d'un cimetière. Est-ce qu'il y a une usine très bruyante à côté? Est-ce que c'est un boulevard hyper passant en avant? Donc, il faut comprendre dans le secteur. Il y a des gens qui sont prêts à habiter à peu près partout, dépendamment du prix, évidemment, mais bien comprendre votre environnement immédiat. Est-ce qu'il y a un train qui passe? Est-ce qu'il y a un train qui passe 4 fois par jour? Est-ce que ça passe au milieu de la nuit? Est-ce que ça va faire vibrer l'immeuble? Est-ce que ça fait beaucoup de bruit? Donc, qu'est-ce qui pourrait nuire à la quiétude et à la qualité de vie de vos futurs occupants également? Est-ce qu'il y a des terrains contaminés à côté? Est-ce que ça a contaminé votre terrain? Est-ce que c'est une ancienne station d'essence? Est-ce qu'il y a une station d'essence à côté? Donc, il faut vraiment bien maîtriser notre environnement. Est-ce que c'est proche des transports en commun? Ça, c'est quand on est dans les villes, évidemment. Donc, les routes, les bus, l'accès aux autoroutes. Même moi, dans Joliette, là, il y a des petits quartiers, là, quand on s'en va plus à Saint-Charles-Beauromé, la municipalité à côté. Pour accéder à l'autoroute, ça va vous prendre 30 minutes le matin tellement qu'il y a du trafic. Donc, où est-ce qu'on se positionne? T'sais, ça va être qui notre genre de clientèle? Est-ce que c'est des gens retraités? Est-ce que c'est des étudiants? Est-ce que je suis à côté de l'école également? Donc, il faut vraiment maîtriser votre secteur. Et le sous-secteur. Je donne tout le temps l'exemple dans mes webinaires. Un beau quartier, mais il y a peut-être une rue qui, ça ne va pas là. Un petit tronçon de rue des fois, c'est peut-être 200 mètres, c'est peut-être 100 mètres, j'ai un exemple en tête, là, où toute la rue, elle est de bonne qualité, mais il y a un 100 mètres où personne ne veut habiter parce qu'il y a un bar. Et le monde qui tourne autour de ce bar-là, ça crée beaucoup de bruit, les allées et venues, la drogue, la prostitution, etc. Donc, la rue peut être parfaite, mais ce bout de rue-là, moi, j'en ai un bout à Joliette, j'ai un bout de rue comme ça ou un immeuble commercial sur cette rue-là. J'en veux pas. Les commerces ne durent pas, ils ferment, il n'y a personne, les gens ne vont pas marcher sur ce bout de rue-là. Donc, pour les commerces, ça ne fonctionne pas également. Donc, à éviter. Mais juste à côté, à l'autre coin de rue, aucun problème. Okay? Donc, il faut vraiment être capable de dénicher ça. Et là, je ne vais pas lire tout ce qui est écrit ici, mais c'est des exemples de ce qu'on peut trouver facilement. On n'a pas besoin d'être un démographe, là. Vous allez faire des recherches sur Google. Donc, je donne l'exemple ici. On marque dans Google MRC Joliette, croissance démographique. Et vous allez voir plein d'articles qui vont sortir sur la croissance démographique. Donc, par exemple, un taux de croissance de population supérieur à celui du Québec entre 2021 et 2031. Donc, il cible certaines municipalités en particulier. Là, j'en ai enlevé d'autres aujourd'hui. Là, j'avais plein d'autres diapos qui donnaient des exemples par rapport à ça. Mais on est capable d'avoir accès à cette information-là gratuitement. Donc, prenez votre ville et allez chercher vos informations. Donc, vous devez maîtriser les projections. Ils peuvent se tromper, là, mais généralement, là, c'est basé sur des études assez sérieuses. Donc, énorme bond du taux d'accroissement de la population dans l'Anaudière, donc surtout dans le sud de l'Anaudière. Donc, qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce que je m'en vais me mettre à Saint-Michel-des-Saints ou est-ce que je vais aller acheter à Mascouche où il y a un accroissement de la population? Lequel des deux villes risque d'avoir? Mon exemple n'est peut-être pas bon là, parce qu'ils sont en train d'ouvrir une mine à Saint-Michel-des-Saints. Donc, il manque peut-être de logements pour les futurs travailleurs. Donc, il faut aussi, c'est un exemple. Saint-Michel-des-Saints, dans le nord de l'Anaudière, je ne serais peut-être pas allé il y a quelques années, mais là, avec une mine de graphite qui vient s'installer, ben, peut-être qu'il va manquer de logements neufs pour les travailleurs, pour les employés de la mine. Donc, l'arrivée d'une nouvelle entreprise va complètement dynamiser le secteur également. Un peu ce qui se passe présentement au centre du Québec également, avec toute la vallée de la transition énergétique là, entre Shawinigan et Béthencourt, au sud de Trois-Rivières. Donc, ça redynamise, puis il va y avoir beaucoup de logements qui vont se créer probablement dans les prochaines années. Ça, c'est un exemple. Je n'analyse pas les chiffres qui sont ici, mais on peut trouver des données sur le Statistique Canada, sur les revenus. Donc, sur les revenus des personnes dans la ville de Joliette, dans la MRC de Joliette, ou à Granby, ou à Coinsville, ou à Québec, ou à Trois-Rivières. Donc, on est capable de savoir c'est quoi le revenu des gens, le revenu médian des gens. Donc, à tous les 4 ans, là, c'est basé sur le recensement. Donc, qu'est-ce qui s'en vient dans le secteur? Donc, là, je vais vous donner un exemple très concret. Est-ce qu'il va y avoir l'arrivée de nouvelles écoles? Donc, une nouvelle école qui va se construire. Il manque d'écoles au Québec, si vous avez lu dans les dernières semaines. Là. Il nous manque d'écoles, il nous manque de cégep. Est-ce qu'il y a j'appelle encore ça les commissions scolaires, là. Est-ce ils ont un projet de construire une nouvelle école? Et ça peut faire quoi? Ça peut attirer des nouvelles familles proches de ce secteur-là. Donc, moi, j'ai changé de ville à cause d'une école.
Je voulais absolument que mon enfant, le plus âgé, aille dans une école en particulier. J'ai changé de ville pour être à proximité. Donc, une bonne école va attirer certaines personnes. Développement minier, je viens de donner un exemple dans le nord de la Naudière, mais il y en a ailleurs au Québec. Développement industriel, on en a entendu beaucoup parler depuis 1 an avec toute la filière batterie, entre autres, et Nordvolt. On verra ce qui va se passer avec ça, est-ce qu'ils vont aller de l'avant ou pas. Mais ça peut complètement là, emmener des dizaines et des centaines ou des milliers de travailleurs dans des zones, puis ça va créer une inflation et une demande de logement. Changement de zonage, donc ça, c'est mon cas que je voulais vous donner comme exemple. Donc, dans mon cas, dans ma ville, ils sont en train de procéder, ça va être déposé, si je ne me trompe pas, au mois d'octobre, au mois de novembre, le nouveau schéma d'aménagement du territoire et on va vouloir aller vers une densification de certaines zones. Donc, il y a des zones qu'on va pouvoir aller plus en hauteur, des zones qu'on va pouvoir créer plus de logements, sont en train de diminuer un peu les ratios de stationnement qui sont imposés par logement. Donc, on va être moins de stationnement nécessaire, ce qui fait qu'on va être capable de densifier davantage certaines zones. Ça, il faut être capable de savoir ce qui s'en vient. Donc, nous, on avait un Zoom dernièrement avec mon architecte et son assistant et les urbanistes de ma ville. Et il nous disait qu'est-ce qui s'en venait pour un terrain en particulier, qu'est-ce qui s'en venait, qu'est-ce qui était prévu dans la grille de zonage. Et est-ce que nous, en tant que promoteurs ou avec notre architecte, est-ce qu'on pouvait influencer cette grille-là? Et on avait, nous, des exigences qu'on voulait faire, puis ils l'ont incorporé à leur projet de changement là, au schéma d'aménagement du territoire. Donc, il faut savoir ce qui s'en vient. Puis, dans certains cas, si ça ne nous convient pas, est-ce qu'on serait capable de faire une demande de changement à ces schémas-là? Donc, c'est possible. Il faut payer 1 000, 2 000 $, puis on va faire une demande de changement de zonage. Est-ce qu'il y a des nouveaux liens routiers, une nouvelle sortie d'autoroute, une nouvelle sortie de route qui va sortir et qui va avoir besoin d'avoir un Tim Hortons, un McDonald's, un IGA qui s'en vient là, etc. Donc, si on est capable de... Et ça s'apprend beaucoup en réseautant, ces éléments-là. Donc, être capable de réseauter pour voir qu'est-ce qui s'en vient et où est-ce que je vais aller me positionner comme investisseur immobilier. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me parler qui ont acheté dans le coin de... c'est parce que je vais vous le dire, là, je n'ai pas réfléchi à ça avant, là, mais le nouveau campus de l'Université de Montréal, j'ai juste Outremont, c'est ça, je pense que c'est à Outremont. Là. Je ne suis pas certain de ce que je dis là. Donc, il y a un nouveau quartier à Montréal là, qui est un peu le nouveau campus universitaire. Donc, il y a les étudiants qui s'en vont là. Donc, ça fait une pression à la hausse sur la demande de logement. C'est un quartier qui était assez défavorisé. Et tac, les loyers augmentent, pouf, les valeurs des bâtiments augmentent. Est-ce que c'est un secteur qui est en déclin, en gentrification également? Gentrification, je le mets entre guillemets, mais on prend des terrains vacants, on construit des plex par-dessus, on va prendre des grands logements, on les subdivise. Là, il y a des changements législatifs qui ont eu lieu par rapport à ça avec c'est sur pause pendant 2 ou 3 ans. Là. Mais on améliore les quartiers. Moi, je suis pour l'amélioration des quartiers. C'est sûr qu'il ne faut pas exclure une certaine population là, à plus faible revenu de ces quartiers-là. Donc, il faut y aller avec un peu d'inclusion. Mais qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce que ça s'améliore? Est-ce que les gens veulent habiter là? Ou au contraire, aller dans le village à Montréal, là, dans l'est de Sainte-Catherine, c'était bien hot il y a quelques années, mais depuis 2019-2020, là, je ne suis pas certain que j'irais rester là, mais il y a 10 ans, je serais peut-être allé. La criminalité, les gens intoxiqués, les gens qui nous criaient. Je marchais là la semaine passée, j'habitais au métro Frontenac, mais je travaillais dans le coin de Saint-Laurent et tabarnouche, je ne suis pas certain que j'habiterais là. Donc, ça change ces quartiers-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années et qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines années? Donc, devenez l'expert de votre secteur. On le répète tout le temps, là, mais ce n'est pas de la théorie, ça. Hein? Devenez l'expert de votre secteur, de votre sous-secteur. La réputation du secteur, qu'est-ce qu'en disent les gens du coin, allez voir le coiffeur, allez voir le tailleur, des gens qui parlent à tout le monde, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi aller dans les petites villes, c'est plus facile. Qu'est-ce qu'en pense le maire, qu'est-ce qu'en pense le conseiller municipal? Bon, vous ne pouvez pas aller faire ça avec Mme Plante, probablement, à moins que vous soyez très impliqué en politique, mais dans les plus petites villes, on a un accès presque direct en chattant avec dans Messenger avec votre conseiller municipal ou votre maire. C'est le cas dans ma ville. Là. On a un maire hyper réactif, on lui pose une question, puis une demi-heure après, il a répondu. Donc, allez réseauter, allez parler aux gens. Où est-ce que veulent vivre les locataires? Donc, il y a des villes, donc par exemple, dans mon coin, il y a beaucoup de personnes dans la Naudière, des personnes âgées, je te dirais 70 ans et plus, qui vendent leur maison. Et ils s'en vont tous dans un secteur autour de l'hôpital.
donc l'hôpital de Joliette de Lanaudière. Là. Donc, il y a vraiment un boom de construction neuve et nous, on a là, des dizaines de logements neufs à louer dans ces secteurs-là. Et c'est qui notre clientèle type? Ce n'est pas des travailleurs, ce n'est pas des jeunes familles, c'est des gens qui ont vendu leur propriété, qui ont accès à beaucoup de fonds, ils n'ont pas de problème, ils veulent avoir des appartements grands, stationnement intérieur, beaucoup de monde. La question, elle est systématique. Avez-vous un ascenseur? Pour ceux qui sont pas au rez-de-chaussée. Donc, qu'est-ce que veulent les gens? Qu'est-ce qu'ils veulent habiter? Donc, les étudiants, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi le genre de logement qu'ils veulent? Est-ce que c'est des grands logements en colocation ou des petits logements où ils habiter seuls, mais qui vont coûter un petit peu plus cher? Donc, il faut être capable de s'intéresser à vos futurs clients, finalement. C'est une étude de marché qu'on fait. Là. La même chose pour les commerces, parce que l'immobilier, ce n'est pas juste des logements, c'est des commerces aussi. Là. Qu'est-ce qui manque comme commerce? Puis est-ce qu'on est capable de faire un développement ou de reconvertir certains immeubles pour diminuer peut-être les espaces commerciaux ou pour emmener un certain type de commerce? Donc ça, il faut parler là, à toutes les sociétés qui s'occupent de développer vos artères commerciales, les centres-villes, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a de besoin? Qu'est-ce qu'on n'a plus de besoin? C'est quoi la grandeur de commerce qui est recherchée ou pas recherchée? T'sais, on a un commerce de 10 000 pieds carrés sur une petite rue commerciale dans un village ou dans une petite ville. C'était trop grand, là. C'est un 500, 600, 1000 pieds carrés, ça se loue super bien. 10 000 pieds carrés, ça ne se loue pas, là. Pas facilement, du moins. Là. Donc, c'est quoi la région? Qu'est-ce que j'ai dit là? Quelle est la région en devenir pour le développement des chalets locatifs? Hein? Il y a eu un gros boom dans les dernières années. On entend beaucoup parler sur TikTok, sur les médias sociaux. Il y a des gens qui font là, des développeurs de chalets. Donc, qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce que là, il faut faire attention? Est-ce que c'est sursaturé? C'est quoi le taux d'occupation des chalets? Moi, je vois des gens qui ont acheté des chalets il y a 2-3 ans qui sont en reprise de finances présentement. Est-ce qu'ils se sont trompés dans leurs estimations d'occupation de leur chalet? Donc, il faut faire attention à ne pas croire tout ce que disent les promoteurs de chalets. Là. Moi, dans ma zone, là, il y a une zone de construction intense de chalets neufs qui a eu lieu dans les dernières années. J'ai un doute qu'il y en a peut-être eu trop. Okay? Donc, il faut quand même s'intéresser à ça. Aller voir c'est quoi le calendrier de nos compétiteurs, à quel prix ça se loue, c'est quoi le taux d'occupation. Donc, il faut vraiment que vous deveniez un Sherlock Holmes. Là. Et sortez derrière votre ordinateur, s'il vous plaît. Donc, allez marcher dans votre quartier. Donc, globalement, ici, là, c'est un exemple d'un immeuble. L'immeuble que vous voyez en briques brunes, c'est un immeuble qu'on a vendu à Montréal. Donc, nous, on l'a possédé pendant 6-7 ans, je pense, avant de le revendre. Mais j'ai pris cette photo-là. Et il y avait un terrain il y avait un tout. La troisième, il y a le brun, il y a celui qui est en briques grises, puis il y a un immeuble de 3 étages qu'on voit à la droite. Ça, c'était un petit duplex presque, ben, il était bon à détruire, là, finalement, ou presque. Là. Il y avait tellement besoin de travaux, donc il a été vendu pour le terrain, finalement. Ils ont jeté ça à terre, puis ils ont construit, je pense que c'était un 8 logements qu'ils ont construit par-dessus ça. Donc, mais ça, on découvre notre secteur en le marchant, en l'arpentant et constamment en se questionnant, qu'est-ce que je peux faire avec cet immeuble-là? Qu'est-ce que je peux faire avec cet immeuble-là? Donc, est-ce qu'il y a un potentiel caché que les autres ne voient pas, que moi, en analysant? Donc, chaque immeuble que vous regardez, posez-vous cette question-là. Est-ce que je peux l'agrandir? Est-ce que je peux ajouter un étage? Est-ce que je peux louer en chambre? Il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est la même chose avec notre petit bébé. Notre dernier bébé qu'on vient d'acheter le 16 ou le 18 juillet dernier. Un immeuble de 8 logements. Donc, à côté de chez nous, c'est à 1 minute et demie en me traînant les pieds de ma maison où je suis situé ici. C'est un immeuble que ceux qui ont lu mes posts Facebook en début d'été, ça faisait 7 ans que je le voulais. Là, je vous ai juste mis la façade, mais c'est un terrain qui est immense. À l'arrière, là, la façade sur rue, elle est assez limitée, donc c'est presque la largeur du terrain, là, avec la cour pour entrer. Mais le terrain va vraiment en s'élargissant à l'arrière. C'est un terrain de 21 000 ou 22 000 pieds carrés. Dans lequel déjà la grille de zonage actuelle nous permet, dans le zonage actuel, d'ajouter 4 logements. Donc, le zonage permet 12. Nous, on va essayer d'aller chercher plus que ça, donc en faisant une modification au zonage. Donc, on aurait du stationnement suffisant, puis on aurait de l'espace suffisant pour ajouter peut-être un 12 logements en plus du 8 logements qu'on a en avant. Donc, imaginez-vous le potentiel de ça. Donc, est-ce que j'étais prêt à donner aux vendeurs le prix qu'ils voulaient? Là? Donc, nous, les vendeurs demandaient 699 000 pour cette propriété-là. J'ai offert avec mes associés
En fait, au début, j'ai offert toute seule parce que j'ai fait mon offre d'achat toute seule. Même Philippe n'embarquait pas avec moi. Il n'était pas dans le mood là, ce printemps. Il dit, moi, j'y vais pas, j'embarque pas avec toi, tu y vas toute seule. Puis, il était convaincu que j'y allais pas. Même si ça faisait 7 ans qu'on faisait des offres d'achat sur l'immeuble. Mais là, il a sorti sur Centris. Et je n'aurais pas offert 700 nécessairement, mais bon, il offrait 680. Il demandait 699. On a offert 700. J'ai offert 700 en payant comptant. Donc, ce n'était pas tout à fait vrai, là. Donc, je n'allais pas payer comptant cet immeuble-là, mais je n'ai pas mis de clause de financement et je suis allé m'assurer avec un prêteur privé que si jamais je remportais l'offre, qu'il allait me prêter la somme que j'avais de besoin. Donc, je savais dans ma poche arrière, là, je savais que j'avais un financement avec un prêteur privé, je n'avais pas besoin de banque. Et j'ai offert 700. J'ai fait un chiffron, 700 000. Il y a eu 5 offres d'achat qui sont tombées sur cette propriété-là en même temps. Et malheureusement, je ne l'ai pas eu. C'est pas moi qui est arrivé en première position. Il y a quelqu'un qui a offert 705 000, donc 5 000 de plus que moi. Il n'avait pas mis de condition d'inspection, mais il avait mis une condition de financement, je crois, de 21 jours pour lever les conditions de financement. Lui aussi avec prêteur privé, mais il n'a pas, lui ou elle, j'ai aucune idée c'est qui, là, il n'a pas été capable de respecter son engagement de lever la clause de financement en 21 jours. Et à ma surprise, j'ai eu un appel de mon courtier pour dire, Steve, t'étais-tu vraiment sérieux? Es-tu capable de démontrer rapidement que tu n'as pas besoin de financement? Donc, j'ai tout de suite fait écrire à mon prêteur privé la lettre comme quoi j'avais les fonds nécessaires. Moi, j'ai démontré que j'avais les mises de fonds nécessaires. Et pac, je suis arrivé. Donc, je suis tombé en première position. Entre le moment où on a fait l'offre d'achat qui a été acceptée et la visite qui avait lieu la semaine d'après, il y a un monsieur qui est parti en résidence de personnes âgées. Et donc, nous, on a tout de suite fait une modification à l'offre d'achat pour ne pas que les propriétaires relouent ce logement-là, qui était loué à moitié prix, là, littéralement, de ce que ça vaut. On a fait l'inspection la semaine d'après et c'est triste, là, mais il y a un monsieur qui habitait dedans, là, il était super sympathique. Là, j'ai eu du plaisir avec lui durant l'inspection, puis il est décédé. Donc, il est décédé dans les jours suivant l'inspection. Donc, on se retrouve, là, c'est le fruit du hasard, mais on se retrouve avec 2 appartements sur 8 qui sont vacants. Donc, nous, on a acheté à la 3e semaine du mois de juillet. Et là, on est en train de retaper les 2 appartements là, ces jours-ci. Donc, probablement pour la mi-septembre, ça va être terminé. On va les relouer pour le 1er octobre. Mais juste le fait d'avoir eu 2 rotations de locataires sur 8, nous, après inspection, on a payé 670 000. Et donc, j'ai offert 700, mais après l'inspection, on a fait baisser à 670 000. Ça a été accepté. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit accepté, mais ça a été accepté. Et avec les 2 départs de locataires et la remise sur le marché là, au prix marchand, je pense que je pourrais le mettre en vente dans 2 semaines pour 800 000. Donc, puis on va avoir mis, je ne sais pas, là, on repeinture, on refait les planchers, on fait des améliorations là, esthétiques. Mais on va peut-être mettre moins de 15 000 puis je pense que l'immeuble vaut 800. Donc, il y a déjà eu une belle plus-value sur cette propriété-là. Puis, il nous reste 6 logements qui sont vraiment à des prix très, très bas. Donc, bon, là, il va falloir respecter le TAL et tout ça dans les prochaines années. Puis, il va y avoir certainement des locataires qui vont rouler tranquillement toutes les quelques années. Donc, on va avoir des optimisations à faire. Mais déjà, j'ai payé 670. Il vaut au minimum 800. Et j'ai un terrain constructible à l'arrière pour ajouter au minimum 4 et peut-être 12 appartements. C'était un no-brainer, donc c'est une belle opportunité. Mais c'est une opportunité que je traquais depuis 7 ans. J'étais allé rencontrer chez eux il y a 7 ans, en 2017, les propriétaires avec Philippe et notre petit garçon. Il était sur nous, on lui avait fait une offre d'achat qu'il avait refusé. L'année d'après, j'avais appelé la propriétaire. J'avais envoyé une lettre. J'alternais. Hein. Une année, j'appelais. L'année d'après, j'envoyais une lettre. Et au printemps, au mois de mai, littéralement au début du mois de mai cette année, je leur avais envoyé une offre d'achat spontanée comme ça, avant même que ça soit en vente sur Centris. Ils ont reçu mon offre d'achat et ils venaient tout juste de signer la journée d'avant avec un courtier. Donc, pour le mettre en vente. Donc, on a procédé avec mon courtier, avec leur courtier. On a fini par l'avoir quand même. Donc, c'est notre petit bébé, notre petit dernier. Puis, on a fait une super de grosse transaction cet été. On a fait le rachat de 75 % des actions d'un immeuble de 27 appartements qu'on avait avec 3 autres associés. Donc, on était 4 associés.
on possédait 25 et à suite au changement sur l'impôt en gain en capital, on a accéléré le rachat des actions. On devait le faire le 1er décembre. On a fait ça avant le... C'était quoi? Avant le 25 juin, je pense. Donc, on est maintenant 100% propriétaire du 27 logements. Votre défi pour le jour 1, et ça, je vous demande d'aller faire ça dans le groupe Facebook L'immobilier, un levier vers l'indépendance financière. Vous allez aller marquer ça dans les commentaires en dessous. Si vous êtes ceux qui m'écoutent dans ma page perso ou sur mon profil là, professionnel, là, Sherpa Immobilier par Steve Forget, faites une demande pour joindre le groupe Immobilier, un levier vers l'indépendance financière et allez répondre à cette question-là. Donc, sous la vidéo que je suis en train de faire présentement, allez marquer un commentaire et faites une recherche démographique. Donc, faites des recherches sur les perspectives démographiques d'un secteur cible. Là, si vous êtes de Sorel, puis que c'est à Sorel que vous voulez acheter, faites-le sur Sorel. Si vous êtes de Québec, mais que vous voulez acheter dans le coin de Trois-Rivières, mais faites-le sur le coin de Trois-Rivières. Donc, faites-le dans un secteur, même un secteur dans lequel vous avez des immeubles, mais je suis sûr que vous n'avez pas fait toutes ces recherches statistiques-là. Donc, c'est quoi les projections démographiques? Puis, qu'est-ce qui s'en vient dans le secteur? Est-ce qu'il y a des articles de journaux qui vous parlent d'éléments industriels, économiques? Qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi le taux d'inoccupation des logements? Est-ce qu'il y a une forte croissance des étudiants étrangers, etc.? Donc, décrivez-moi en quelques paragraphes, là, vous pouvez faire une petite synthèse, la perspective démographique de votre secteur. Ça va vous prendre là, 10 minutes de faire ces recherches-là. Vous pouvez faire ça un peu plus tard aujourd'hui. Vous avez jusqu'à dimanche pour faire ça. Dimanche, là, après la fin de ce bootcamp-là. Donc, c'est votre petit défi pour le jour 1. Donc, l'important, c'est de les avoir complétés, les 4 défis, donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, avant la journée de dimanche. Ce n'est pas des gros défis très compliqués. Puis, ça va vous forcer à commencer à passer à l'action. Et c'est vraiment là que réside votre succès en immobilier, c'est être capable de passer à l'action. Là, je vous donne l'exemple un peu extrême de mon dernier 8 logements, mais j'ai fait une offre d'achat seul, en mon nom personnel. Je n'avais pas tous les fonds pour investir, mais ça m'a tellement causé, moi je vis bien avec ça, mais ça m'a causé une montée d'adrénaline. Donc, quand est arrivé le go en disant « on accepte ton offre d'achat », ben écoutez, donc j'ai réussi à convaincre Philippe d'embarquer avec moi et je suis allé chercher 2 autres associés. On ne voulait pas, nous, on aurait été capable de mettre toute la mise de fonds, mais on se serait mis là, un peu par-dessus les narines jusqu'au mois de décembre, là, donc pendant quelques mois, puis on ne voulait pas faire ça. Donc, on a tout simplement j'ai demandé à quelqu'un que je connaissais, est-ce que tu es intéressé pour acheter de l'immobilier? Est-ce que tu serais intéressé? J'ai une opportunité. On les a rencontrés, j'ai fait ma présentation, j'ai vendu ma salade et on a fait une entente de partenariat et on a passé chez le notaire quelques jours, quelques semaines suivants. Donc, et paf, on a eu les clés. Donc, on est en train maintenant d'optimiser ce projet-là. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, laissez-moi le savoir, que ce soit en direct présentement ou que ce soit après coup. La majorité des gens vont le réécouter après coup. Donc, écrivez-moi des commentaires. Là, moi, depuis les changements à Facebook ce printemps, je ne les vois plus en direct à mon écran. Donc, dans ma plateforme StreamYard, avant, je les voyais. Mais je ne vois pas vos questions maintenant en direct. Donc, je vais voir ça probablement après coup. Quand je vais fermer mon live, c'est d'un peu... Ah, ben je vois qu'il y a plein de gens qui ont commenté. Je vais les regarder ici dans mon téléphone, tous les commentaires. Parce que je ne peux pas... Avant ça, on les voyait apparaître à l'écran. Je pouvais les faire afficher, mais Facebook nous a compliqué la vie. Good. Donc, ne manquez pas demain la suite du bootcamp où on parle de prospection hors marché. Donc, des petits trucs et astuces pour être capable de trouver votre prochain immeuble locatif en dehors de Centris. Sonia, Laurie, Mascouche, Rosemère, un chalet locatif, un quadruplex, Trois-Rivières, déjà un duplex, Vincent, Flip, fait des flips. Ouais, c'est moins la mode, hein, ça, les flips, mais il y en a encore qui en font. 3 duplex, Eric, enchanté de te voir. On s'était parlé sur Zoom. David, merci beaucoup. Attendez, je vais avoir des questions. Merci ceux qui s'engagent à être présents. Merci. Ah, vous ne voyez pas les diapos. Oh mon Dieu. Comment ça se fait que vous ne voyez pas mes diapos? Moi qui vous parle de tout ça depuis tout à l'heure, puis vous ne voyez pas, je ne vois pas les données. Je ne vois pas le doc. Et misère. OK. Ça, c'est le désavantage de ne pas voir en direct, de ne pas voir vos commentaires. On ne voit pas le doc. Je ne comprends pas pourquoi vous ne voyez pas mon doc.
À l'occasion, tu vois mes tableaux 2-3 secondes, puis ça disparaît. On dirait qu'il y a 2 présentations ou vidéos en simultané. Ouais, ça, c'est vraiment Facebook qui nous fait chier solide. Avant, je n'avais pas ces problèmes-là. Puis maintenant, c'est qu'on était capable d'utiliser une plateforme comme Zoom ou StreamYard pour projeter dans Facebook, dans les groupes Facebook. Donc là, tous ceux probablement qui ont écouté la présentation, je vais vous le projeter là. Je vais faire une autre technique demain. Donc, tous ceux qui l'ont écouté sur mon profil personnel ou qui l'ont écouté dans Sherpa Immobilier par Steve Forget, probablement que vous avez vu la bonne présentation, mais tous ceux qui étaient dans le groupe L'immobilier, un levier vers l'indépendance financière, Facebook nous complique la vie avec les groupes maintenant. Donc, probablement que vous ne voyez pas la bonne chose. J'avais effectivement vécu un problème similaire ce printemps. Zut, ben désolé, erreur technique. Donc, c'est ce qui m'embête le plus là, depuis que Facebook a changé ses façons de faire pour empêcher la diffusion en direct via d'autres plateformes qu'on appelle les API. Là. Ça m'embête beaucoup. Avant, je pouvais faire plein de vidéos en direct, puis maintenant, on dirait qu'ils ne veulent plus qu'on fasse ça. Si je le fais directement, mais c'est juste moi qui parle, mais je ne peux pas voir les diapos. Donc, désolé pour ça. Donc, il y avait 2 façons de projeter dans le groupe Facebook et j'ai testé une des 2 façons. Je n'avais juste pas testé avec les diapos. Donc, je m'étais assuré que ça fonctionnait la projection, mais pas avec les diapos. Désolé pour ça. Donc, je vais aller prendre de mon profil personnel puis je vais le transférer dans le groupe Facebook. Donc, désolé pour ça. Effectivement, donc je vois qu'il y a des gens qui commentent. Donc, je vois qu'il y a des gens ailleurs parce que je vois vos commentaires. Ben, écoutez, on va régler ça pour demain. Donc, désolé pour ça. C'est un peu dommage. On se revoit demain. Ça va fonctionner. Demain, je vais faire mes tests pour. Je suis convaincu que ça fonctionnait. J'étais tellement content ce matin quand j'ai vu que je pouvais projeter dans le groupe. J'avais juste pas réalisé que ça ne projetait pas le contenu de ma diapo. Donc, on se revoit demain pour la suite de ce bootcamp. Bonne fin de journée, tout le monde.